Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des dangers qui menacent les animaux sauvages et principalement ceux qui animent nos paysages et les rendent vivants. Ils s'éloignent tous, on n'y voit plus rien. C'est quand même bien d'avoir des lieux comme ça pour observer les animaux. Nous nous installons pour cela en Charente-Maritime, dans la région de Rochefort, mais nous irons aussi dans une sierra, dans la province de Tarragone, en Espagne, au Zimbabwe, en Nouvelle-Calédonie et en Méditerranée. Et pour l'occasion, j'ai recruté 2 détectives parmi les meilleurs. Mais Michel, tu sais depuis quand les hommes s'intéressent aux animaux? Oh là là, mais ça date pas d'hier. Hein. Tu sais qu'avant d'être chasseurs, pour se nourrir, les hommes étaient charognards. Ils allaient chipper comme ça les carcasses tuées par des animaux armés, ceux-là, notamment les félins. Alors ils se bagarraient un peu avec les félins pour prendre la charogne. Puis après, les hommes se sont fabriqués des armes et puis ils ont pu tuer des bêtes. Puis après, ils s'en sont emparés, ils les ont élevés, après les avoir domestiqués. Et on sait bien aujourd'hui ce qu'est devenu l'élevage, on sait bien aussi aujourd'hui ce qu'est devenu la chasse et la pêche, puisqu'on utilise maintenant des moyens sophistiqués. Ce qui est curieux, c'est que malgré tout ça, il y a encore des gens parmi nous qui refusent à l'animal le statut de vivant respectable. Allez. Je suis le lièvre, je suis le cheval. Imaginez un monde sans animaux. Un monde comme celui-ci, par exemple. Ou comme celui-là. Nous sommes environ 13 millions de randonneurs en France. Nous avons la chance de pouvoir randonner. Il nous arrive même parfois, sur un sentier de montagne, de découvrir des animaux, comme les chamois, les mouflons et les bouquetins. Mais nous sommes très peu nombreux à avoir assisté à une scène comme celle-ci. Tírale otra vez, que aún está. Está muerto, está muerto, está muerto. Abajo, abajo, abajo. ¡Hostia! Pour éviter de tuer la beauté, et si le chasseur avait troqué son fusil contre un appareil photographique. Il y a des huîtres. Ouais, il y a des moules cachées aussi. J'ai une idée. Ah bon, laquelle? Alors, vous allez tenter de répondre à toute une série de questions très importantes. Et la première, c'est que doit-on faire quand on a trouvé un animal blessé? C'est gentil, mais nous, on n'en a pas d'animal blessé. Ah oui, ça c'est votre problème, à vous de vous débrouiller. J'ai une idée. T'as une idée? Quelle idée? On peut savoir? Non, je le dirai plus tard. Bon, tant pis. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là? Je vais aller me promener. Je vais déambuler en réfléchissant à haute voix aux risques que courent les animaux sauvages. Tout est bien compris? Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Viens, je vais t'expliquer. Et c'est quoi ton idée? C'est ça. Tico, le toucan. C'est lui l'animal blessé. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, je sais pas. On peut dire qu'il s'est cassé une aile. Bon, alors déjà, c'est pas le mazout, parce que sinon il serait plein de noir, de fioul et tout ça. Ça peut pas être une voiture, sinon il serait écrabouillé. Ça peut pas être une maison, parce qu'il n'y en a pas des alentours, et même si c'en était une, il serait pas revenu là. Bah, ça peut être un animal, hein, Ouais. qui a pu Un l'attaquer. animal qui a pu lui attaquer. Une Un buse. renard? Non, Une peut-être pas buse. un renard. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Appelez Nicolas. Ouais, mais ça serait mieux un vétérinaire. Bah, Nicolas, il peut nous renseigner sur un vétérinaire. bah, exact. Allô, Nicolas? Oui. On a un animal blessé là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. On n'en a pas de carton. Le prendre par en dessous, doucement.
Ouais, bah d'accord. On arrive. À tout de suite. Faut le prendre par en dessous, très doucement et lui emmener. Depuis le XVIIe siècle, les scientifiques nous dressent un nouveau portrait de l'animal, plus près de celui de l'homme. Désormais, nous savons que l'animal est sensible et que ses mœurs sont riches et complexes. Et bien malgré cela, malgré les enseignants qui transmettent l'information, malgré la mobilisation des associations naturalistes de terrain, eh bien le massacre continue. La destruction des milieux naturels, la disparition des haies, les poteaux creux qui remplacent dans nos campagnes des puits en bois, la prolifération des lignes électriques, le trafic automobile, les marées noires, les vidanges illicitement pratiquées chaque jour en mer par de nombreux bateaux sont autant de dangers pour les animaux. Il faut également savoir que la prolifération de certaines espèces pour lesquelles nos déchets représentent une véritable manne se fait au détriment d'autres espèces. Le saturnisme frappe les canards qui ingèrent des plombs de chasse en barbotant dans l'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces canards tués à la chasse seront le plus souvent mangés en famille. Soyons clairs, je suis passionné par les oiseaux, je passe beaucoup de temps à les observer, leur présence est absolument indispensable et pourtant, il m'arrive d'en percuter lorsque je circule en automobile. Et comme la plupart d'entre nous, je mange de la viande et du poisson. Je suis donc un danger pour les oiseaux et en général pour les animaux. Je suis un prédateur accidentel, mais je suis aussi un prédateur par procuration, mais seulement par nécessité vitale. La chasse est encore absolument indispensable aujourd'hui. Elle permet de limiter le nombre d'animaux dans une même espèce. Et elle permet également d'abattre des individus qui pourraient faire dégénérer tout un groupe. L'autre fois, ça. Qui est-ce qui se chargeait de ce travail? Eh bien, c'était les grands prédateurs, comme l'ours et le loup. Mais aujourd'hui, ils ont quasiment disparu. Cependant, en ce moment, nous sommes en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire, puisque le loup revient. Il s'installe dans l'arc alpin, et notamment dans le Mercantour. Et nous devons ces images à un amateur passionné. Ces loups sont en train de jouer dans la neige sur les hauteurs de la Vésubie. Alors bien entendu, l'arrivée du loup est un très bon signe, tout simplement parce qu'il indique que dans l'arc alpin, la nature est en pleine forme. Mais évidemment, ça agace les bergers, parce que qu'est-ce que fait le loup? Il tape dans les brebis. Ce sont des proies faciles, sauf dans certains cas, lorsque les bergers installent autour des reposoirs des filets électrifiés ou mêlent à leur troupeau des chiens, qu'on appelle des patous, qui repoussent le loup. Bonjour, je vous amène Tico le toucan, il est blessé. C'est vous qui avez téléphoné tout à l'heure? Oui. Alors c'est pas un toucan, c'est un macaremoine. Regarde, le voilà le macaremoine. C'est cet oiseau et c'est notre emblème parce que c'est un oiseau qui est souvent menacé et donc nous on va le prendre en charge. Donc je vais le passer à Josiane qui va s'en occuper. Et donc nous on va le mettre dans un carton pour le mettre dans le noir pour éviter qu'il stresse et qu'il soit encore plus en danger. Tico le macareux. Eh oui, c'est Tico le macareux, tout à fait. Merci Nicolas. Dans le carton. Mais pourquoi vous fermez le carton? Pour éviter à l'oiseau de stresser. Voilà, maintenant, on va l'emmener chez le vétérinaire qui va faire un diagnostic. Et ensuite, l'oiseau partira au marais aux oiseaux. Allez, on y va. Prendre les cartons? Oui, bien sûr. Allez, on y va. J'étais il y a peu de temps dans le parc national de la Vanoise et nous avons rencontré avec un garde un jeune chamois. Il était abandonné par sa mère et pour cause, elle avait été tuée par accident par un chasseur. Le jeune chamois venait de traverser un torrent, il était trempé, il avait froid, la nuit allait tomber, il n'était pas sevré, il était donc condamné. Eh bien là, les hommes ne sont pas intervenus parce que dans les parcs nationaux, on respecte les règles de la nature, même quand elles sont dures.
La chasse est réglementée et tant que cette réglementation sera respectée, les chasseurs pourront aller au bout de leur passion. Mais la plaie pour les chasseurs, j'allais presque dire, surtout pour les chasseurs, c'est le braconnage. Il sévit absolument partout sur la planète, y compris au Zimbabwe, mais là-bas, les grands moyens sont mis en œuvre pour juguler la pression du braconnage. Des braconniers viennent d'être signalés dans une région très difficile d'accès. Ils sévissent dans une zone bordée de marais, entre les méandres d'une rivière envahie par une végétation dense. C'est probablement par ce chemin d'eau que les braconniers sont passés. Leur pirogue est découverte, elle est aussitôt confisquée, leur retraite est désormais coupée. Pour les prendre de vitesse, un hélicoptère est nécessaire. Ces hommes seront jugés et probablement relâchés après confiscation de leurs armes et le paiement d'une forte amende. Bonjour. Bonjour, monsieur Leclerc. Bonjour Je les vous enfants. amène Tico Macaremoine. Chut, tout doucement. Qu'est-ce que vous constatez quand on vous amène un animal blessé? Alors la première chose, c'est qu'il faut être extrêmement doux avec les oiseaux parce qu'ils sont des animaux sauvages qui stressent facilement. Donc je vois que là, il a été mis dans un carton. C'est les conditions idéales pour amener un animal, en dehors de tout stress, de toute stimulation de lumière et de bruit, des petits trous pour qu'il puisse respirer. La première chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de se protéger. Parce qu'un oiseau, ce n'est pas un animal qui est méchant, mais c'est un animal qui se défend. Et si on a affaire par exemple à un rapace, il faut faire extrêmement attention aux cerfs. Certains oiseaux pincent ou piquent. Donc on va ouvrir tout doucement. Voilà. Alors ça, c'est... Comment il s'appelle? Tico. Tico. Alors la première chose que l'on fait, on évalue l'état général de l'animal, voir si elle n'est pas trop affaiblie, mais en tout cas elle a un état de choc avancé. L'état de l'animal, lorsqu'il est relativement bon, on va procéder à une radio. Et voilà. Cette radio va permettre de voir si, par exemple, il y a une fracture. S'il y a une fracture, on pourra voir s'il est possible de la réduire, c'est-à-dire la réparer. On peut opérer un oiseau et mettre des broches pour essayer de lui rendre son état initial. La radio permet aussi de vérifier s'il n'y a pas de présence de plomb, par exemple. Les plombs se voient très bien sur un cliché. Ça peut être des plombs d'un tir de chasseur, mais ça peut être aussi des plombs ingérés par les oiseaux, certains oiseaux qui mangent les vers de la vase. Et ils peuvent avaler des plombs qui se sont déposés au fond de la vase, et ces plombs s'accumulent dans l'estomac de l'oiseau, et ça provoque à long terme une intoxication qui est grave, qu'on appelle le saturnisme. Est-ce que chez le vétérinaire, vous voulez tuer les oiseaux ou les animaux? Malheureusement, nous sommes souvent contraints d'euthanasier l'oiseau. Mais on ne les tue pas tous. Heureusement, on arrive à en sauver quand même quelquefois. Réseau Oiseaux blessés, c'est une initiative de la LPO, je suppose, à la suite des marées noires, qui sont en fait des véritables catastrophes cycliques, on pourrait presque dire, puisque c'est récurrent quand même. En fait, on sait que tous les ans, il y a du pétrole au large de nos côtes. Et c'est pour ça qu'on s'est sensibilisé en fait, à ces catastrophes et aux conséquences que ça a sur les oiseaux. Et donc, on a monté un réseau pour récupérer ces oiseaux mazoutés et plus généralement sur les oiseaux blessés. En fait, il s'agit bel et bien d'une chaîne de solidarité, mais alors comment est-ce qu'elle s'articule? Ce sont en fait avant tout des bénévoles
Donc ce sont des adhérents qui sont un peu partout dans le département et qui vont récupérer un oiseau chez un particulier et qui vont nous les emmener. Alors soit ici, soit chez des vétérinaires. On a 7 cabinets vétérinaires qui travaillent bénévolement pour nous. Et puis nous, on va rediriger en fait tous ces oiseaux blessés vers un centre de soins qui se trouve dans l'île d'Oléron, qui va s'occuper de soigner ces oiseaux. En fait, les dangers qui menacent les animaux marins, dont sont à l'origine les hommes, sont multiples. Alors les pollutions, on le sait déjà, mais il y a également les collisions avec les bateaux et les filets dérivants. Et on a là tous les ingrédients qui pourraient encore une fois faire monter la pression entre les naturalistes et les exploitants de la mer. Eh bien, c'est tout le contraire. De la rencontre entre les naturalistes, les pêcheurs et les compagnies maritimes est né en Méditerranée un espace international, un sanctuaire aux cétacés. Voilà encore une fois de plus la démonstration qu'il est possible d'exploiter la nature sans mettre en péril son fragile équilibre. Ce refuge de 96 000 km², longeant les côtes françaises et italiennes, entourant la Corse, décrété officiellement sanctuaire aux cétacés, est pourtant chaque jour sillonné par des milliers de navires et exploité par une foule de bateaux de pêche. Et pourtant, comme l'explique Pierre Beaubrun, biologiste, une réponse collective à un problème environnemental est possible. Le but d'un sanctuaire, c'est pas du tout d'interdire les choses. On ne va pas mettre 4 piquets autour d'une baleine en disant il est strictement interdit d'approcher la baleine. On ne va pas supprimer le trafic maritime en Méditerranée. On ne va pas supprimer la pêche en Méditerranée parce qu'il y a 3 dauphins ou 2 baleines. Le but, c'est d'aménager les choses pour que les exploitants puissent tirer bénéfice du milieu, mais que les ressources qu'ils exploitent puissent continuer à être là, même les ressources qu'ils n'exploitent pas. Les décisions de gestion, les plans de gestion sont pris avec les exploitants de la mer, ceux qui font du trafic, ceux qui pêchent, mais aussi avec les écologistes, avec les biologistes. Tout le monde se met ensemble pour arriver à comprendre comment fonctionne l'écosystème et pouvoir préserver à la fois l'écosystème et les ressources. Il a fallu 15 ans d'efforts pour que les scientifiques, les associations, les professionnels de la mer trouvent une solution qui soit acceptée par les États concernés. Il faut miser sur le long terme. Voilà, et bien maintenant on peut confier l'oiseau au transporteur. On pourra lui donner? Oui, bien sûr. Ah, le voilà. C'est vous qui allez emmener notre Tico? Oui, c'est moi qui l'emmène. Attention, c'est très fragile un animal blessé. Non, mais je vais le mettre à côté de moi sur le fauteuil et il ne reste rien. J'emmène au marais aux oiseaux. Tico, on te retrouve là-bas. Le marais aux oiseaux, c'est là. Tico nous attend. Bonjour, monsieur. Bonjour les enfants. C'est là qu'on s'appelle notre Tico? Ah non, ce n'est pas là. Alors je me présente, je m'appelle Christian. Si vous voulez, je vous propose d'aller au centre de sauvegarde, car là nous sommes à l'accueil du parc. Donc on va prendre Tico ensemble et on va aller au centre. Ça vous va? On peut y aller? Bien sûr. Voilà, je vais prendre le petit carton. Vous me suivez? Oui. Merci. Nous sommes arrivés au centre de sauvegarde du marais aux oiseaux, qui, comme vous le voyez, est interdit au public. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Alors, nous allons le mettre à l'abri dans une pièce, dans le noir, de façon à ce qu'il n'ait pas peur, pendant quelques heures. C'est là que cet oiseau sera le mieux. Alors, il sera en compagnie d'un chien de prairie, vous voyez, qui est ici, qui a été abandonné, malheureusement, sur une aire d'autoroute. Voilà. Alors, si vous voulez, les enfants, on va sortir. Vous venez avec moi? Au revoir, Tico. Voilà, on va laisser Tico tranquille et on va continuer la visite du centre de sauvegarde et aller voir un petit peu les oiseaux qui sont là. Voilà les enfants, les volières où tout à l'heure sera Tico dans quelques heures avec toutes sortes d'oiseaux qui sont ici. Je vous laisse les regarder si vous voulez pour l'instant. Merci Christian. Alors, il y a des pigeons. Il y a un cormoran au fond. Avec ses pattes. Et puis ça queue.
Sa queue, on croirait que c'est une autre palme. Mais avec Ça me fait drôle. ses pattes avec ses pattes qui sont toutes mouillées, comme elles sont palmées, il arrête pas de glisser. Christian, vous recevez des oiseaux blessés par le biais d'Espace Nature de Rochefort, mais exact. le centre de soins est tellement connu qu'il doit vous en arriver de tous les côtés des oiseaux. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? C'est vrai, on reçoit entre 400 et 500 oiseaux par an. Il y en a qui sont envoyés par Espace Nature, il y en a qui sont envoyés par diverses associations, par des particuliers qui les trouvent. Et nous essayons de gérer ça au mieux. C'est pas facile car nous ne sommes pas nombreux. Et nous avons mis en place un système de garde, de façon à ce qu'il y ait toujours quelqu'un de présent dans nos oiseaux pour recevoir ces oiseaux. Et vous travaillez également avec des vétérinaires? Tout à fait. Nous avons un vétérinaire attitré à qui nous amenons les oiseaux qui doivent avoir une intervention chirurgicale, pose de broche par exemple, etc. Mais également, lorsqu'il s'agit d'euthanasier un oiseau, malheureusement ça peut arriver qu'un oiseau soit dans un état absolument lamentable. Et dans ces cas-là, nous demandons au vétérinaire de mettre fin à ses souffrances. T'as vu celui-là là-bas qui a les ailes tout abîmées? Ah ouais. Puis t'as celui-là aussi qui boite. La pauvre, ça doit faire mal. Ouais. Et puis, monsieur Le Pan, et toi, je suppose que t'es pas blessé, hein? Moi, je suis tout beau, ouais, comme ça. Je trouve un animal blessé sur le bord de la route, un oiseau par exemple. Oui. Je vous l'apporte et je m'inquiète de son avenir. Je viens vous voir un mois, 2 mois après. Alors on peut prendre des nouvelles. Ce que l'on fait quand un oiseau nous est apporté, on fait remplir une fiche par la personne qui l'a amené, où il y a son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Et on dit aux gens qu'ils peuvent nous recontacter dans la semaine qui suit pour avoir des nouvelles. Soit l'oiseau, on a réussi à le soigner au mieux et il est reparti, c'est l'idéal bien entendu. Soit il reste handicapé des suites de ses blessures, cela peut arriver, une chouette avec une aile un peu de travers, etc., un goéland. Et dans ces cas-là, il trouve une seconde vie, si je puis dire, dans le parc de découverte, où là, il va vivre en compagnie de congénères. Et les personnes qui ont amené cet oiseau ont bien entendu le droit de venir revoir cet oiseau autant de fois qu'ils le veulent, bien sûr. Ça veut dire que vous prenez soin des oiseaux, mais vous prenez également soin de leur sauveur. Ça me semble important. Une personne qui amène un oiseau qui a fait 40-50 km, parfois 100, qui vient de très loin, des gens qui viennent de la Charente, de la Gironde, avec un oiseau qu'ils ont trouvé. Ça ne peut être qu'un pigeon, par exemple, ça peut être quelle que soit l'espèce. On s'efforce de le soigner au mieux et de répondre à l'attente de la personne qui nous a amené cet oiseau. Bonjour, ma petite camarade. Vous êtes blessé? Est-ce que vous êtes blessé? Eh, viens, hein. Michel nous attend. Il est là-haut! Le prom. Je vous croyais perdu. Excuse-nous, Michel, mais c'était passionnant. Qu'est-ce que vous avez fait? Au début, on a inventé un animal blessé, Tico. Il est où, Tico? Là, je l'ai oublié. Et alors? C'était Tico et on est allé à Espace Nature. Ouais. Puis ensuite, on l'a mis dans un carton et on est allé voir le vétérinaire. Ensuite, on l'a emmené là et puis maintenant, il est tranquille. Il se la coule douce ici au centre de soins? Ouais. C'est donc la preuve, une fois de plus, que les hommes sont capables du pire et du meilleur. Alors maintenant, au sujet du meilleur, une histoire. On prend l'avion, on va jusqu'en Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Pacifique. Quand les premiers Européens sont arrivés là-bas, avec leurs chiens, leurs fusils et leurs bâtons, il fallait bien qu'ils se nourrissent, ils sont partis à la chasse. Et ils sont tombés face à des animaux qui ne craignaient pas les hommes. Et parmi ces animaux, il y avait un oiseau, un râle, aptère. Ça veut dire qu'il avait des ailes, mais qu'il ne savait plus s'en servir. C'est normal, il n'y avait pas de prédateurs, il n'avait donc pas à fuir. Ce qui fait que le premier oiseau à prendre des coups de bâton, eh bien, c'était ce râle, à tel point qu'il a failli disparaître. Alors heureusement, sur l'île, il y a des gens qui avaient repéré qu'effectivement cet oiseau devenait petit à petit de plus en plus rare et qu'il a failli disparaître. Alors ils l'avaient gardé chez eux, ils l'ont fait reproduire et grâce à ces gens-là, on a pu relâcher le râle. Et grâce à la conscience des gens, eh bien, ce râle est maintenant protégé, c'est le cagou. On peut le rencontrer maintenant dans la forêt en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est d'autant plus intéressant que c'est un oiseau très particulier, il est endémique, on ne le trouve que là. Ça, c'est une histoire qui se termine bien.